À chaque apparition, c'est la même chose. Gisèle Pelicot est ovationnée et soutenue. Pendant 10 ans, de juillet 2011 à octobre 2020, la mère de famille a été droguée à son insu par son désormais ex-mari, Dominique Pelicot, qui la violait et la livrait à des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. C'est elle qui souhaite que le procès se déroule en public et non à huis clos, comme demandé par le parquet et autorisé dans les affaires de viol. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire. C'est pas évident, bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. L'affaire devient un emblème des violences sexuelles. Elle intéresse les médias du monde entier. La BBC classe même Gisèle Pelicot parmi les 100 femmes les plus influentes de 2024. Madame Pelicot a été courageuse parce qu'effectivement, elle a accepté d'exposer la violence qui lui avait été faite aux yeux de tout le monde. Ça permet aussi d'éviter les contre-discours, c'est-à-dire que puisque c'est accessible à tout le monde peut juger de ce qui s'est réellement passé. On ne dépend pas d'un discours ou d'une histoire rapportée par la défense. Outre Dominique Pelicot, 50 co-accusés sont jugés, un nombre hors norme à lui tout seul. Des hommes de tout âge, de 26 à 74 ans, bien insérés socialement, des monsieur tout le monde. Durant les premiers jours du procès, on passe en revue l'horreur. Elle a l'avantage d'être documentée. On dit que c'est un procès extraordinaire parce qu'il y a 50 accusés et que c'est rare d'avoir autant d'accusés dans un procès. C'est aussi rare d'avoir des preuves parfaites, la vidéo qui les filme. Et pour autant, c'est aussi ce que ça a permis, c'est d'interroger la culture du viol, dont on n'a jamais autant parlé. Enfin, on en a beaucoup parlé à l'occasion de MeToo, mais le procès vient réactiver, réactualiser tous les enseignements de MeToo, et en ça, il est très important. Un strict protocole était dicté par Dominique Pelicot. Venir de nuit, se déshabiller dans la cuisine, se réchauffer les mains avant d'entrer à pas feutrés dans la chambre et chuchoter pour ne pas réveiller la victime qui était sédatée. Non seulement il savait, mais il savait aussi, on pourrait parler de viol prémédité, puisqu'il savait parfaitement ce qui allait se passer. Monsieur Pelicot l'a dit, les éléments du dossier le montrent. Ils ont accepté de retirer leurs chaussures, de ne pas mettre de parfum, afin de ne pas la réveiller. Voilà. Donc l'intentionnalité, en fait, ils savaient ce qu'ils allaient faire, et simplement ils ont cette stratégie de défense de faire croire qu'ils n'avaient pas l'intention de violer. Le principal accusé, Dominique Pelicot, ne cache pas sa responsabilité et se qualifie lui-même de violeur. Il a révélé beaucoup de choses, notamment le fait que sa femme n'était pas une femme soumise et que peut-être il voulait un petit peu, en faisant cela, de la soumission. Mais seule une minorité des accusés reconnaît les accusations de viol. Beaucoup disent qu'ils pensaient participer au fantasme d'un couple échangiste ou bien ne pas s'être rendu compte de l'état d'inconscience de Gisèle Pelicot. À partir du moment où effectivement il y a une intention coupable, à partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol. Et c'est ce que l'on dit depuis le début pour l'ensemble de nos clients. Après 12 semaines de débat, l'accusation requiert entre 4 et 18 ans de réclusion criminelle pour les 50 co-accusés de Dominique Pelicot. Pour lui, c'est la peine maximale qui est demandée, 20 ans. Il y aura un avant et un après le procès des viols de Mazan, espère l'avocate générale, et la société semble bien lui donner raison. Certains commencent à faire leur introspection, comme cet homme qui parle sous couvert d'anonymat. Il a assisté à l'ouverture du procès, le suit dans les médias et est désormais impliqué dans une association qui fait de la prévention sur les violences sexistes et sexuelles. Il admet en avoir lui-même commis. J'ai dépassé le consentement de partenaires et voilà, c'est pas quelque chose que je pensais vivre dans ma vie. Enfin, j'aurais jamais pensé faire ça, mais c'est arrivé et du coup, ça a été pour moi un moment, en tout cas, de prise de conscience que moi aussi je pouvais avoir des comportements problématiques, que moi aussi, en fait, je faisais entre guillemets partie du problème, alors que je pensais pas du tout que c'était le cas. Et donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Ça n'a pas été judiciarisé ou quoi que ce soit, mais c'était malgré tout quelque chose de violent.
Pour Noëlla Buni-Dubois, fondatrice de la plateforme Nos Alliés les Hommes, qui propose du contenu féministe et pédagogique aux hommes, le moment est historique. À la fin, on aurait aimé que ça ait jamais eu lieu, quoi, un truc comme ça. Et en même temps, c'est une opportunité incroyable en fait de mettre en lumière. Et donc il y a aussi beaucoup d'espoir. Et c'est un moment qui est un peu compliqué, je trouve aussi, pour nous en tant que militants et militantes, de porter cet espoir que ça change. Des manifestations de soutien contre les violences faites aux femmes se tiennent un peu partout. Et le gouvernement annonce une batterie de nouvelles mesures, par exemple des kits de détection de soumission chimique qui seront remboursés par l'assurance maladie dans plusieurs départements à titre expérimental. La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite une mobilisation tout entière de toute la société. C'est un enjeu de société. C'est un combat juste et nécessaire. Je salue la mobilisation de toutes les associations, des citoyennes, des citoyens, des collectivités territoriales, des services de l'État, naturellement, sur l'ensemble du territoire, en particulier ces derniers jours, mais aussi depuis le début du procès d'Imazan, dont je suis convaincu qu'il marquera quelque part un avant et un après dans cette lutte. Les juristes espèrent eux que le procès va permettre de réfléchir à la place que doit prendre le consentement dans la loi et peut-être aboutir à une redéfinition du viol. L'absence de consentement, elle devrait d'abord résulter du refus des femmes, du non des femmes, ou de l'absence de oui des femmes. Et c'est pas ce que nous dit le droit. Le refus des femmes ou le silence des femmes n'a pas d'effet en droit, sauf si c'est corroboré par une forme de violence, contrainte, menace ou surprise. Et c'est ça que nous cherchons à changer avec d'autres juristes, magistrates, universitaires, avocates et militantes associatives. Gisèle Pellicot l'a dit au procès, elle ne pardonnera jamais. Ses 3 enfants, eux aussi, se disent anéantis. Pour elle, l'espoir désormais, c'est que le regard change sur le viol. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Bonne journée.